Imagine un instant le bruit. Pas celui de la rue ou du monde extérieur, mais celui constant qui résonne dans l'espace entre vos deux tempes. Le flot de pensées, de désirs, de craintes, de jugements hâtifs. Le murmure qui vous dit que vous devriez être ailleurs, avoir plus, être différent. Le bourdonnement des distractions que vous appelez peut-être confort. C'est contre ce bruit que se construit le silence intérieur. Ce n'est pas un silence de passivité, mais de présence. Une présence que vous avez, en vérité, déjà éprouvée. Dans ces rares moments où une tâche vous absorbe entièrement, où une conversation vous captive, où vous observez le ciel sans arrière-pensée, ce silence est là. Il n'est pas à créer, mais à retrouver, à défendre. La promesse que vous avez lue, applique ces 7 habitudes pendant 30 jours et tu ne reconnaîtras plus ta vie, est une illusion. Une illusion moderne. Personne ne se transforme en 30 jours. On ne devient pas un roc en un mois. On se découvre, pierre après pierre, à travers la résistance qu'on lui oppose. Ce qui est proposé ici n'est pas une transformation magique, mais un entraînement. Une série de postures intérieures que l'on répète, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent la colonne vertébrale de votre existence. La promesse n'est pas une vie différente, mais un regard différent sur la même vie. Une manière plus ferme, plus calme, plus lucide d'habiter vos propres jours. La première de ces habitudes, la plus fondamentale, concerne le territoire de votre esprit, le contrôle de l'attention. Regardez votre main, elle tient peut-être un téléphone. Cet objet est une porte. Une porte que vous ouvrez des centaines de fois par jour, souvent sans même en avoir conscience, pour laisser entrer le monde entier dans votre esprit. Des nouvelles que vous ne pouvez changer, des vies que vous ne vivez pas, des opinions qui n'ont pas d'importance. Vous donnez en pâture votre attention, votre temps le plus précieux, le seul bien qui vous soit irrémédiablement compté à ceux qui ne le méritent pas. Le stoïcisme commence ici, par une reprise de souveraineté. Avant de chercher à contrôler les événements, contrôlez ce sur quoi vous posez les yeux. Contrôlez ce à quoi vous accordez de l'importance. Stopper le scroll n'est pas une astuce de productivité, c'est un acte moral. C'est dire « ceci n'aura pas d'emprise sur moi aujourd'hui ». Et à la place de cette dispersion, vous fixez une priorité. Une seule, pas une liste, une chose. La chose qui, aujourd'hui, dépend de vous et qui aligne votre action avec ce que vous estimez juste. Cela peut être terminer un travail, écouter véritablement un proche ou simplement observer votre propre respiration pendant 10 minutes. Une priorité. Le reste n'est que bruit. En accomplissant cette unique tâche avec une attention totale, vous exercez votre musculature la plus importante, celle de la volonté. Vous apprenez à diriger votre navire au lieu de vous laisser balloter par chaque vague d'informations. Une fois votre attention recentrée sur l'action juste, vous rencontrerez immanquablement des perturbations. Une parole blessante, un contretemps, une frustration. L'esprit non entraîné réagit, il s'embrase. C'est ici qu'intervient la seconde habitude, la pause stoïcienne. Entre l'événement et votre réaction, il existe un espace, infime souvent. Mais cet espace est le lieu de toute votre liberté. L'habitude consiste à élargir cet espace. Comment ? Par une action délibérément simple, presque mécanique, pour ancrer le corps tandis que l'esprit travaille. 3 respirations, pleines, conscientes. Dans ce souffle, le temps se distend. Et dans cet intervalle, vous posez la question qui sépare l'homme réactif de l'homme raisonnable. Est-ce sous mon contrôle ? La réponse, vous le savez déjà, est presque toujours non. Vous ne contrôlez pas les paroles de l'autre, l'embouteillage, la pluie, le retard du train. Vous ne contrôlez que votre jugement sur ces choses et l'action que vous choisissez ensuite. En respirant et en posant cette question, vous vous souvenez de votre véritable champ d'action. Vous refusez de donner votre assentiment à une impression immédiate, souvent trompeuse. Vous ne stoppez pas votre réaction par suppression, mais par examen. Marc Aurèle ne cessait de se le rappeler. Ne te laisse pas emporter par la force de l'impression. Aide-toi de ces 2 choses. Primo, les faits ne touchent pas l'âme. Secondo, tout change et passe. Est toujours présente à l'esprit la multitude des choses du même genre auxquelles tu as déjà survécu. La pause stoïcienne est cette aide. C'est le levier qui soulève le poids de l'habitude réactive. La journée avance, vous avez dirigé votre attention, vous avez posé des pauses. Des actions ont été entreprises, certaines avec justesse, d'autres peut-être moins. Le soir vient.
C'est le moment de la troisième habitude, l'examen. Cet examen n'est pas un compte-rendu de performance. C'est un dialogue tranquille et ferme avec soi-même. Il se fait dans le calme, à la lumière d'une bougie ou dans la pénombre, sans autre audience que votre propre conscience. Vous vous posez 2 questions, ni plus ni moins. Aujourd'hui, en quoi mes actions ont-elles été en accord avec la vertu? En quoi se sont-elles en éloignées? Remarquez les termes. On ne demande pas « qu'ai-je réussi » ou « qu'ai-je raté » selon les standards du monde. On demande « ai-je été courageux face à une difficulté? Ai-je été juste dans mes relations? Ai-je fait preuve de tempérance face à un désir superflu? Ai-je usé de sagesse dans mon jugement ?» Vous repassez les moments clés. La discussion où vous avez réagi avec irritation, voilà un éloignement. Le moment où vous avez choisi de terminer votre tâche prioritaire malgré la fatigue, voilà un accord. Et de cet examen naît naturellement la 3e partie. Que puis-je améliorer demain? Non pas un plan ambitieux, mais un ajustement simple, précis. Demain, je respirerai avant de répondre à un courriel qui m'énerve. Demain, je n'ouvrirai pas les réseaux sociaux avant midi. Cet examen n'est pas une flagellation. C'est l'entretien quotidien de l'outil le plus précieux, votre caractère. Au fil de cet entraînement, vous rencontrerez une résistance particulière. La force brutale et immédiate de l'émotion. La colère qui monte, la peur qui serre, la tristesse qui submerge. L'habitude qui suit est peut-être la plus mal comprise, le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir froid, insensible, comme une statue. Le stoïcien ressent. Il ressent profondément. Mais il refuse d'être gouverné par ses ressentis. Le détachement est la distance que l'on prend entre l'émotion et l'action. Prenons un exemple concret. Un collègue vous fait une remarque désobligeante en réunion. L'impression première, l'émotion, est de l'humiliation, puis de la colère. L'esprit non entraîné veut riposter, contre-attaquer ou ruminer pendant des heures. Le détachement consiste à reconnaître « je ressens de la colère, point ». C'est un fait intérieur, comme un orage qui passe dans le ciel de l'âme. Vous l'observez, vous ne le niez pas, mais vous vous demandez « cette colère me pousse-t-elle vers une action juste et utile ?» La réponse est presque toujours non. L'action juste pourrait être, plus tard, d'avoir une conversation calme pour clarifier les choses, ou de décider que l'opinion de cette personne n'a pas de poids sur votre estime de vous-même. Vous vous détachez non pas du sentiment, mais de l'impulsion désordonnée qu'il génère. Vous laissez la vague passer sans vous noyer dedans. C'est un exercice de souveraineté intérieure. C'est refuser d'être le pantin de vos propres nerfs. Pour que ces postures intérieures tiennent, elles ont besoin d'une structure. Une armature simple et solide sur laquelle s'appuyer les jours de vent. C'est la 5e habitude, la discipline minimale quotidienne. Nous parlons ici non pas d'un régime draconien, mais de fondation. 3 engagements non négociables, pas 10, 3. Des actions si simples, si évidentes, qu'il serait presque ridicule de ne pas les accomplir. Elles n'ont pas pour but de vous rendre meilleur que les autres. Elles ont pour but de vous rendre fidèle à vous-même. Cela peut être faire son lit au réveil, lire 10 pages d'un texte nourricier, marcher 20 minutes. Des actions qui dépendent entièrement de vous. En les accomplissant chaque jour, qu'il pleuve, que vous soyez fatigué ou découragé, vous forgez quelque chose de plus précieux que la motivation, la constance. Vous prouvez à vous-même que votre parole intérieure a de la valeur, que ce que vous décidez le soir, vous l'exécutez le matin. Cette discipline minimale est le ciment du caractère. Elle vous apprend que l'action juste est souvent plus importante que l'humeur du moment. Pourtant, même avec la meilleure discipline, le monde extérieur interviendra. Il placera des obstacles sur votre chemin. Un projet annulé, une trahison, une maladie, un échec. L'esprit ordinaire y voit une malchance, une injustice, un signe pour abandonner. L'esprit entraîné y voit la 6e habitude, la plus puissante peut-être, l'acceptation des obstacles comme voie. L'expression est célèbre, l'obstacle devient le chemin. Elle ne signifie pas qu'il faut aimer l'obstacle, mais le reconnaître comme la matière même de votre entraînement.
Un roc dans un torrent n'est pas une erreur du torrent. Il est ce qui donne au torrent sa force, son mouvement, son bruit. Sans lui, l'eau ne serait qu'une étendue plate. Votre caractère, sans obstacle, resterait mou, inerte. L'obstacle, cette contrariété, cette difficulté, vous révèle à vous-même. Il vous force à déployer une résistance, une ingéniosité, un courage que vous ignoriez posséder. Accepter l'obstacle, c'est pratiquer l'amor fati, l'amour du destin. Non pas un amour sentimental, mais un oui profond à ce qui est arrivé, parce qu'il est arrivé, et qu'il fait désormais partie du tissu de votre existence. À vous de décider. Va-t-il vous bloquer, ou allez-vous l'utiliser comme une marche? L'échec d'une relation devient une leçon de lucidité. Un problème de santé devient une leçon de patience et de respect pour le corps. L'obstacle n'est plus ce qui s'oppose à votre chemin. Il en redessine le tracé, le rendant plus robuste, plus conscient. Enfin, il est un risque dans tout cet entraînement personnel. Celui de tourner l'exercice vers soi de manière excessive, de devenir un ascète égoïste, uniquement préoccupé de sa propre perfection. C'est pourquoi la 7e habitude sert de boussole, servir plus grand que soi. La vertu stoïcienne ne se pratique pas dans un vide. Elle trouve son accomplissement dans la cité, dans les relations, dans le service. Votre discipline, votre calme, votre courage, à quoi servent-ils s'ils ne bénéficient qu'à vous? Ils doivent irriguer votre vie de famille, rendre votre présence plus paisible et fiable. Ils doivent nourrir votre mission, votre travail, quel qu'il soit, en l'accomplissant avec intégrité et excellence, non pour la gloire, mais parce que c'est votre rôle à jouer dans le grand ordre des choses. Ils doivent vous attacher à des valeurs, la justice, la bienveillance, la vérité, qui vous dépassent. Marc Aurèle, l'empereur, ne cessait de se le répéter. Ce qui ne sert pas à la ruche ne sert pas non plus à l'abeille. Votre transformation intérieure n'a de sens que si elle rend le monde autour de vous, dans votre sphère d'influence, un peu plus tolérable, un peu plus juste, un peu plus rationnel. Servir, ce n'est pas se sacrifier avec amertume. C'est reconnaître votre place dans un tout et y contribuer avec ce que vous avez de meilleur. C'est l'ultime antidote à la vanité et à la petitesse d'esprit. Voilà donc ces 7 postures, 7 manières de se tenir debout face au flux des choses. Elles ne sont pas des recettes pour 30 jours, elles sont un mode de vie à essayer, à trébucher, à reprendre, pour le reste de vos jours. Il n'y a pas de point d'arrivée, seulement la marche elle-même, le pas posé, encore et encore, sur le chemin qui est le vôtre. La transformation promise n'est pas celle d'une vie extérieure métamorphosée en rêve. C'est celle de l'homme intérieur, d'un homme qui, face au chaos, ne se reconnaît plus dans la panique, mais dans le calme. Qui, face à l'injustice, ne se reconnaît plus dans la rancœur, mais dans l'action juste. Qui, face à la futilité, ne se reconnaît plus dans la dispersion, mais dans l'attention. Vous ne deviendrez pas un roc au sens d'une chose inerte et immuable. Vous deviendrez comme le roc au bord de la mer, frappé par les vagues, érodé par les tempêtes, mais restant, dans son essence, ferme, ancré, présent. Les vagues sont les événements. Votre fermeté est votre choix. Le travail vous attend. Il est simple, il est dur, il est à vous. Si ces paroles résonnent comme un écho à quelque chose que vous portez déjà en vous, si vous sentez que cette voix, exigeante et claire, mérite d'être explorée plus avant, alors peut-être souhaitez-vous que cette voix vous accompagne régulièrement. Vous savez où nous trouver. Abonnez-vous à ce canal, activez la cloche pour ne manquer aucun de ces enseignements. Ce n'est pas un appel à la consommation, mais à la continuation d'un entraînement. La suite de la marche vous appartient. Marchez.